Bonjour Michel Lecoq, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Bonjour. Vous êtes médecin retraité, médecin généraliste retraité. Vous avez vécu l'année 2020 comment? Eh bien, l'année 2020 a été l'occasion, comme beaucoup de Français, d'une sidération initiale. Quand tout nous est tombé dessus, on n'a pas compris ce qui se passait. Bien entendu, on ne savait plus à quel sein se vouer et comprendre, hein, bien sûr. Je me souviens que c'était l'époque des élections municipales, il y avait eu le premier tour, et puis après tout le monde s'est retrouvé confiné pendant provisoirement une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours qui s'est transformée en plusieurs semaines et en 2 ou 3 mois peut-être, hein, de mémoire, voilà. Hein. Alors moi, étant médecin à l'époque en activité, les médecins avaient la liberté de circuler parce que ça faisait partie des priorités, comme les secours, les pompiers, etc. Donc j'ai été l'objet de 3 contrôles de police dans mes déplacements. Et effectivement, de pouvoir montrer le caducé sur la voiture permettait de passer effectivement très très rapidement les barrages où les gens se faisaient interpeller, voire recevaient déjà des contraventions. Et mon métier m'a beaucoup appris à observer les choses. Et parmi ces choses, il y a quand même des éléments qui m'échappaient relativement, qui m'interrogeaient. C'est-à-dire que tout le monde était confiné, sauf les services d'urgence, et j'observais sur les trottoirs, ça et là, des petites tentes, vous savez, genre les petites tentes, je ne veux pas faire trop de publicité, mais tout le monde reconnaîtra, des sortes de petites tentes quechua, là, sous lesquelles les installateurs de fibres travaillaient, faisaient leur soudure de fibre optique, alors que tout le monde était confiné, et je ne voyais pas bien la raison d'avoir finalement autorisé cette corporation à continuer son travail d'installation de la fibre optique. Alors ça fait partie je dirais tout bêtement, des questions qui se sont posées pour moi. Voilà. Ça fait partie des petites choses, des petits détails qui interpellent, hein, voilà. Après, bon, ensuite, on a bien sûr moins travaillé, hein, donc le chiffre d'affaires sur l'année 2020, il a été tout de même relativement secoué, puisqu'il fallait, si vous étiez malade, fallait surtout pas appeler ou aller voir votre médecin. Bon, donc vous restiez chez vous, vous preniez du Doliprane, et puis si ça n'allait pas mieux, vous appeliez les urgences. C'est quand même un non-sens absolu, parce que j'ai pas honte de dire, ou peur de dire, que mes confrères ont marché dans un truc qui était complètement dingue. Vous avez eu peur au début? C'est-à-dire que je me souviens, j'étais allé voter au premier tour des élections municipales, j'avais mis un masque, parce qu'on commençait à en parler un peu, j'étais le seul. Tout le monde me regardait bizarrement parce que j'avais un masque, et que comme je ne comprenais pas ce qui se passait, j'avais mis un masque, bon voilà. Puis après, quand on a compris effectivement que le masque ne servait à rien, et puis qu'on nous a expliqué qu'il fallait pas en mettre et qu'après il fallait en mettre, que les pharmaciens se faisaient verbaliser s'ils en vendaient, et puis qu'après, enfin bon, on a eu tout et son contraire, ce qui interroge beaucoup, hein, c'est pas que notre système politique ou notre exécutif était perdu, hein, parce que là, c'est pas possible de répondre de cette manière-là. Hein. On peut pas faire tout et son contraire en multipliant les thèmes. Or, c'est quand même bien ce qu'on a eu. J'ai pas eu peur parce que j'ai pas vraiment eu peur de ça. Bon, je me disais, bon, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi, en gros, parce que ça a été un petit peu comment je dirais, le cadeau surprise inattendu, voilà. Vous pensiez que ce virus était dangereux? J'avais pas. Tout le monde disait qu'il était dangereux, mais enfin, en pratique, nous, on n'en voyait pas. Hein. Nous, on n'en voyait pas en cabinet. Ce que je voulais dire, surtout le non-sens et le non-sens médical dans lequel beaucoup de confrères sont tombés. Et j'ai commencé à me dire, mais le monde médical, les médecins sont devenus fous. Quand on réfléchit un petit peu, vous avez de la fièvre, vous appelez votre médecin au téléphone, on dit non, restez chez vous, prenez du Doliprane, mais attendez,
Vous pouvez avoir de la fièvre pour 1000 raisons diagnostiques. La première démarche, c'est pas le symptôme, c'est effectivement de rencontrer un professionnel de santé qui va vous examiner, faire le point de vos symptômes et de se dire peut-être, bah tiens, je flaire une pyélonéphrite, je flaire une pneumopathie grave, je sculpte les poumons, je palpe un ventre et je vais vers un diagnostic. Là, on partait du postulat, ou je sais pas comment on dit là, hein, c'est ça? On parlait de l'idée que de toute façon, il y avait de la fièvre, donc c'était du Covid. Ah bah oui, mais tous les autres diagnostics alors? On n'en faisait rien? C'est juste pas possible. Il faut voir les patients, les examiner, enfin moi c'est le métier qu'on m'a appris. Lister les symptômes, orienter l'enquête diagnostique et finir par aller vers le diagnostic, avec ou pas une confirmation de type PCR dont on a entendu beaucoup de choses. Voilà. Mais c'était complètement... c'était criminel de ne pas examiner les patients qui avaient un symptôme qui s'appelle la fièvre. Et vous pensiez quoi du confinement de personnes saines? Alors, c'est-à-dire qu'ensuite me sont revenus quand même des éléments de mon enseignement en faculté. C'est-à-dire que, par exemple, on avait eu ça, moi j'ai fait mes études à Créteil, Val-de-Marne, Henri Mondor, le CHU Henri Mondor, et je me souviens en médecine interne, on avait eu à l'époque, j'étais externe encore, c'était le tout début, on avait eu un patient hospitalisé pour une tuberculose qui était potentiellement contaminante, voilà, parce qu'il y a des tuberculeux qui peuvent comment dire, transmettre la maladie, puis d'autres pas. Et donc, lui était contagieux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, ce patient contagieux était isolé en chambre, et les protocoles d'entrée et de sortie de chambre et d'examen de ce patient étaient bien cadrés. Mais on a isolé un malade. On n'a pas enfermé tout le service. Et donc, ça a été dit notamment, je crois, par peut-être le professeur Raoult ou d'autres, on a confondu confinement et isolement des malades. La médecine, c'est isoler les malades. C'est pas confiner un pays entier. Donc les principes de base de la médecine étaient déjà bafoués. Ah bah déjà à piétiner, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça vous a fait prendre conscience que quelque chose ne tournait pas rond? Petit à petit, oui, bien sûr. Et puis dans les semaines qui ont suivi la sidération du confinement de la mi-mars 2020, on entendait ça et là, dans les grands médias, pour dire les choses comme ça. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement, c'est très très grave, mais on va vite trouver un vaccin. Et alors là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, ça y est, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, pourquoi? Parce qu'on a eu exactement le scénario copié-collé de la grippe H1N1 2009. On n'avait pas de traitement, il faut vacciner tout le monde, c'est grave, etc. Et moi, à l'époque, en 2009, j'étais pas réveillé. Et puis, Roselyne Bachelot avait dû être interpellée sur des médecins qui disaient « Oui, mais quand même, on vaccine jamais pendant une épidémie. » Et en 2009, mes études de médecine m'étaient un petit peu revenues à l'esprit, et j'avais dit « Ah bah oui, c'est vrai ça en fait, on vaccine jamais pendant une épidémie. On vaccine avant, pour que les anticorps, dans le modèle classique de vaccination, que les anticorps soient fabriqués, et pour que le jour venu, lorsque la maladie arrive, le système immunitaire soit prêt, soit réactif. » Et à l'époque, en 2009, j'avais eu cette réflexion intérieure de dire « Ah oui, c'est vrai quand même, oui, c'est vrai qu'on ne vaccine pas pendant une épidémie, mais Roselyne Bachelot disait « Bon, mais vaccinez-vous quand même, vous aurez toujours démarré votre immunité pour pouvoir faire face à la maladie, peut-être dans les jours ou les semaines qui suivent. Ce sera toujours mieux que rien. » Et j'avais adhéré à ce discours qui finalement n'a aucune logique. Voilà. Alors quand on me ressort le truc en 2019, en 2020,
On va trouver un vaccin, c'est très grave, il faut vacciner tout le monde tout de suite. Alors là, j'ai dit non, une fois. Bon, tu te fais avoir une fois, ça va. Un proverbe arabe, je crois, dit si tu te fais avoir une fois, c'est pas de ta faute. Si tu te fais avoir 2 fois par la même personne, là, c'est de ta faute. Voilà. Absolument. Ah oui, je ne sais pas si le proverbe est arabe, enfin bon. J'aime beaucoup. Les auditeurs pourront corriger. Exactement. Prescrire. Alors, Il y avait des traitements, soi-disant. Alors, à l'époque est apparu le collectif de Violaine Guérin, laissant les médecins prescrire. Ce qui me paraissait quand même être le b.a.-ba du métier. Hein. La liberté de prescription des médecins, elle est inscrite noir sur blanc dans toutes les chartes et prérogatives, le Conseil de l'ordre, enfin bon, voilà. Hein, la liberté de prescription des médecins, ça restait inattaquable. Bon. Et donc, il y a eu le professeur Raoult qui a commencé à nous parler d'hydroxychloroquine, enfin bon. Mais laisser les médecins prescrire, quoi qu'ils prescrivent, y compris hors AMM, parce que ça fait partie des options possibles pour le médecin, en accord avec le patient. Donc j'avais rejoint courageusement ou peut-être inconsciemment le collectif de Violaine Guérin, et mon nom figurait effectivement à l'époque sur les listes qui étaient disponibles. Sur ces listes, j'avais eu la curiosité de regarder. Val-de-Marne, de mémoire, sauf erreur de ma part, il y a à peu près 7000 médecins inscrits au conseil départemental de l'ordre. Et quand on regardait cette liste, Val-de-Marne, il y avait 25 noms, dont la moitié étaient des retraités, par exemple. Donc, Michel Lecoq, Val-de-Marne, médecin généraliste, j'étais un des rares, hein, voilà. Et cette liste avait été désactivée, je crois, par le cycle lui-même à l'été 2021, voilà. Mais la liste en PDF a commencé à circuler sous le manteau, pour dire les choses comme ça, parce que quand M. Macron a fait son discours le 12 juillet, annonçant l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé et les professions apparentées que nous connaissons tous, les gens, moi j'ai des patients qui avaient pris rendez-vous pour se faire vacciner. Quand M. Macron a annoncé cela, le patient que j'ai vu dans les jours suivants m'a dit, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un choc, j'ai annulé mon rendez-vous de vaccination. Hein. Donc il y a quand même des gens, beaucoup ont couru pour prendre leur rendez-vous dans les vaccinodromes, mais certains ont annulé leur rendez-vous, hein. Ça faut quand même le dire. Peut-être pas nombreux, mais enfin bon, il y en a que ça a contribué à réveiller. Et donc, 12 juillet, voilà. Et donc, à ce moment-là, les gens qui se sont dit, cette histoire est pas normale, ont commencé à fouiller. Alors moi, sur la fin donc à partir de septembre-octobre, j'ai eu une baisse d'activité parce que l'ARS me harcelait à me faire injecter un produit sur lequel j'avais aucune information, d'ailleurs aucun de mes confrères. En France, je peux le dire de façon formelle, non d'information sur ce que contient et comment fonctionne ce vaccin. Même à l'heure actuelle ? Même à l'heure actuelle, que je sache. Les députés européens, il y a un député européen roumain, je crois, qui a montré face caméra les contrats signés avec Pfizer, en particulier de mémoire, hein, faut vérifier, où tout était caviardé, c'est-à-dire que tout ce qui était un peu sensible était surligné en noir, non lisible. Donc en gros, cher ami, et puis signé, salutations distinguées, et puis entre les deux, vous aviez rien. Donc, comment les confrères ont-ils accepté d'injecter à leurs patients finalement quelque chose dont ils ne savaient rien? Moi, j'avais pour coutume de demander à ceux qui me posaient la question, et docteur, le vaccin, les médias mainstream disaient à tous mes patients qu'il fallait se faire injecter, et ils entendaient ça matin, midi et soir. Et puis quand ils venaient voir leur médecin une fois dans le mois pour renouveler leur traitement, le médecin il disait le contraire de la télé. Alors évidemment, c'était compliqué. Hein. Il y a des patients qui n'ont pas compris, hein, qu'on plus fait confiance à la télé
qu'à leur médecin qui les soignait depuis des années ou quelques décennies. Bah, qu'est-ce que j'y peux? Moi, j'y peux rien. Hein. Je vais pas. J'ai beau leur dire avec plus ou moins d'arguments convaincants, il y a un moment, je peux pas faire plus. Hein. Voilà. Donc, il y a des gens que ça a quand même beaucoup interpellé et qui ont commencé à fouiller. Donc, ma baisse d'activité sur octobre-novembre a été réelle jusqu'à ce que je sois... j'ai eu un petit refroidissement à Noël, j'ai été positif. Et finalement, c'est ce qui m'a donné le sésame avec l'ARS pour pouvoir continuer à travailler. Alors, a priori, pendant 6 mois, sauf que, comme cadeau pour les étrennes, M. Castex nous a annoncé que les 6 mois étaient réduits à 4 mois. Mais enfin bon, ça m'a quand même donné la possibilité de travailler au moins les 4 premiers mois de 2022. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, de voir tout un tas de... J'ai perdu beaucoup de patients, et donc une chute du chiffre d'affaires fin 2021. Mais alors à partir de 2022, j'ai des gens qui ont fouillé partout, qui ont trouvé la liste. Mon nom circulait sous le manteau. Il y a des gens qui sont venus de partout en Île-de-France pour me voir. Et pour tâcher de comprendre s'ils étaient fous ou s'ils avaient bien senti qu'il y avait quelque chose de pas normal. Bien entendu, je leur ai un petit peu fait comprendre qu'il y avait quelque chose de pas normal dans cette affaire. Voilà. Vous avez pu prescrire? Alors j'ai pu prescrire, oui, bien sûr, mais enfin bon, je n'ai prescrit qu'à des gens qui méritaient de recevoir un traitement. Voilà. Et avec leur accord, y compris si c'était hors AMM. Hors AMM et non remboursé et tout ça. Mais les gens étaient aussi dans une forme de peur et de souhaiter se traiter. Hein. Je n'ai jamais prescrit des produits à des patients qui avaient peur de devenir malades. Ah oui. Parce que souvent, en médecine, combien de fois, enfin, c'était pas non plus énorme, mais en dehors de la phase Covid, on a tous eu des patients qui venaient vous voir en disant « Docteur, je pars, j'ai un séminaire en, je ne sais pas quel pays, enfin bon, au Botswana, j'en sais rien. Je viens vous voir parce que j'ai peur d'être malade après-demain pour prendre l'avion. » Donnez-moi quelque chose pour que... je me sens un petit peu... J'ai peur d'avoir une grosse grippe, je voudrais des médicaments parce que j'ai peur d'être malade. Vous aviez des hypochondriaques en oui, bon, bien sûr, on en a tous beaucoup. Voilà. Donc, j'ai jamais prescrit pour des patients qui n'étaient pas malades, voilà. Et quand des patients avaient des symptômes, et après les avoir examinés, je faisais mon travail de médecin de prescrire ce qu'il convenait de prescrire. Et ça marchait? Ça marchait, oui. Moi-même, un ami de la famille m'a donné quelques médicaments sur mon petit refroidissement de Noël, que je sentais pas très bien parti d'ailleurs, ce petit refroidissement. Je me dis, ça va me tenir, allez, on connaît bien le processus, ça va vous tenir 8 ou 10 jours. C'est vrai que en 36 heures, j'étais sur pied, j'avais plus aucun frisson, aucun symptôme. Hein. Il y a quand même des choses, voilà, bon, nous les médecins, on fait pas des statistiques sur nos activités, on a des activités trop ponctuelles. Et pour ce qui concerne la question de faire des statistiques, notamment sur la question des effets secondaires des injections, j'ai toujours dit à mes patients que de toute façon, on sait très bien que ces injections étaient expérimentales. Quand un patient présente des symptômes dans les suites d'une injection, on n'est pas capable, de façon factuelle, on n'est pas capable de dire si c'est en lien ou pas avec l'injection. Ça peut, mais ça peut ne pas. Par contre, comme c'est expérimental, il faut déclarer tout effet secondaire, quel qu'il soit, parce qu'on ne peut pas préjuger de la responsabilité d'une injection antérieure. Donc tout patient, et ça c'était mon discours, qui a reçu ne serait-ce qu'une injection, est entré de fait dans un protocole expérimental sans le savoir. Au passage,
Il n'y a pas de protocole signé avec Pfizer ou AstraZeneca ou Moderna, voilà, avec les fabricants de vaccins. Donc chaque patient n'a pas signé un contrat avec le labo fabricant, n'a pas signé de contrat et de protocole financier pour être rémunéré pour, et puis en gros était lâché sans filet face aux effets secondaires potentiels. Donc tout événement qui survient après une injection doit être déclaré sans préjuger de la responsabilité du vaccin. Et ce ne sont, qu'au terme de quelques années de collecte de ces infos, que les statisticiens sont ou seront capables de nous dire si l'entorse de cheville était plus fréquente avec le vaccin ou pas. Vous savez qu'il y a un facteur de sous-déclaration important? Bien sûr, bien sûr. Ceux qui connaissent et qui suivent notamment, dont c'est la profession, disent que la sous-déclaration est les déclarations sont de l'ordre de 1 à 10% des effets totaux observés ou ressentis ou existants. Et les patients eux-mêmes font un déni. Une patiente m'a dit un jour... Écoutez, docteur, j'ai des fourmillements dans tout le bras gauche qui ne passent pas depuis que j'ai reçu ce qu'on m'a injecté, le résinage, disent certains. Je dis, bah oui, c'est quand même embêtant. On ne peut pas savoir si c'est en lien ou pas avec ce que vous avez reçu. Mais oui, mais enfin bon, quand je suis allé au vaccinodrome, l'infirmière m'a dit, c'est pas grave, c'est le bras gauche, c'est pas grave, on prendra le bras droit. C'est quand même quelque chose. Et donc, ne pouvant établir le lien, il faut répertorier tous les événements. Et ce sont les statisticiens qui nous apporteront la solution. Et d'ailleurs, c'est en partie ce qu'a pu déjà faire ce cher Pierre Chaillot, qu'on n'a jamais vu dans les médias mainstream, il me semble. Voilà. Lui, c'est pas un médecin, c'est un statisticien. Il s'est juste posé la question de savoir de quoi on parlait. Et donc, c'est un amoureux des données statistiques, totalement. dit-il. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs des cas de la maman d'Eva Musso et de Marc Doyer, le mari de Morissette, qui ont obtenu des attestations donc formelles, officielles, qui attestent du lien entre la mort d'Eva Musso et les injections et le décès de Morissette par maladie Creutzfeldt-Jacob, parce qu'apparemment ce sont des attestations qui sont faites après enquête médicale. Voilà. Je prends acte effectivement de l'existence de ces comptes rendus, de ces certificats, de ces documents. Moi, de toute façon, il est certain que il y a eu quand même beaucoup d'événements dont on essaye de nous faire croire qu'ils sont banaux. Si vous vous baissez trop pour nouer vos lacets, vous risquez un AVC. Après 35 ans de médecine, j'ai rarement vu des AVC après nouage des lacets. Enfin, je dis ça, comme tout ce qu'on a pu entendre. Des enfants qui naissent avec des AVC, des AVC chez des enfants. Vous n'aviez jamais eu ça dans votre carrière? Non, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas. Les laboratoires pharmaceutiques sont-ils très présents dans votre parcours étudiant en tant que futur médecin et ensuite dans l'exercice de votre métier? Oui. La réponse est oui. De quelle façon? Eh bien. Alors, dans l'exercice libéral, les visiteurs médicaux viennent nous présenter, nous faire la promotion de leurs produits, bien sûr. Ils sont plus discrets à l'hôpital en général. Mais finalement, il faut savoir qu'en libéral, je recevais donc les visiteurs médicaux parce que ce sont des gens qui ont un métier, qui ont besoin de gagner leur vie, et je respecte les gens qui travaillent et qui ont besoin de gagner leur vie. Mais il ne faut pas rester dupe trop longtemps sur la façon dont on vous offre un stylo pour signer vos ordonnances ou les choses de ce genre. Bon. Et puis on parle un petit peu avec les visiteurs médicaux. Et puis on a une idée respectable
d'un grand patron, de chef de service parisien. Et le laboratoire le visiteur médical vous dit que, oh, vous savez, bon, il accepte aussi des, comment dirais-je, Des avantages? des Avantages. des avantages financiers ou de toute nature, voilà. Donc on comprend après que finalement, ce n'est pas bien sûr l'absolue généralité des cas, hein. Il y a des gens merveilleux parmi nos maîtres et nos patrons en médecine. Mais quand c'est pas le labo qui vous fait la propagande de Big Pharma, ce sont les patrons. Ce sont les patrons. Tous les patrons qu'on a pu voir sur les plateaux télé qui ont promu ce qui n'aurait jamais dû l'être, ça interroge, hein. Ou bien ils sont fortement stupides et ça, c'est encore plus grave. Enfin, les deux sont graves. Les deux sont Absolument. graves. Et pendant vos études, ils sont déjà présents? Oui, bien sûr. De quelle manière? Bon, si vous voulez, bon, il y a un staff à l'hôpital, on présente, je sais pas quoi, une étude, un truc comme ça sur un produit, et puis il y a un buffet à la fin qui est offert par le labo. Voilà. Est-ce qu'ils financent des stages? Est-ce qu'ils financent des stages? Moi, j'ai pas été approché ou eu l'occasion de connaître cela. Il faut savoir que nous, on avait une association de formation médicale continue, d'ailleurs qui doit toujours exister à Créteil, la FMC de Créteil, qui était une grosse association régionale de formation, qui était vraiment très bien cotée, dans laquelle les labos apportaient un financement, mais n'avaient pas droit au micro. Voilà. Donc ils étaient souvent présents au fond de la salle quand les soirées de FMC mensuelles se déroulaient, mais ils étaient juste présents pour écouter, entendre, mais ne faisaient pas la promotion de leurs produits. Voilà. Mais ils apportaient un financement modeste à l'association, l'association étant surtout financée par les adhésions des médecins. Voilà. Pour répondre à leur question, je n'ai résiné aucun de mes patients, y compris le plus désagréable d'entre eux, y compris celui qui m'a signalé au Conseil de l'Ordre pour l'avoir accueilli sans masque à la veille du second confinement. Voilà. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer auprès du Conseil départemental de l'Ordre, en rappelant tous les faits, tous les événements que le patient avait étonnamment oubliés. Je doute qu'il regarde cette vidéo, sinon je lui transmets mon bon souvenir et toute ma bienveillance. Voilà. On lui enverra. Je ne sais pas s'il est branché aujourd'hui si le réveil a sonné chez lui, je ne suis pas certain. Il faut sonner le tocsin. Voilà, sûrement. Je vous laisse conclure, cher Michel Lecoq, docteur Michel Lecoq. Eh bien, quand un médecin part en retraite, il a la possibilité de partir en pleine retraite ou éventuellement de faire comme on connaît la démographie médicale, de partir avec un cumul emploi-retraite, c'est-à-dire de toucher sa retraite, mais de continuer son activité de façon modérée. Quand donc je suis parti en retraite, j'ai fait le choix de quitter totalement l'activité parce que toute cette affaire a apporté un éclairage supplémentaire pour moi à comprendre que finalement la médecine aujourd'hui est fortement réduite à n'être que des VRP de Big Pharma. C'est terrible à dire, hein. On examine quand même nos patients, on pose des diagnostics, mais aujourd'hui, ça n'engage que moi. Mais nous ne sommes que des VRP de Big Pharma. Et nous pouvons dédier cette entrevue aux suspendus. Ah oui. À tous mes amis suspendus, et ouais, absolument. Et à tous ceux qui, par désespoir ultime, ont pu mettre fin à leur jour, car ça existe, hein, bien sûr. Merci beaucoup, docteur Lecoq. Merci.